Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des documents concernant Youssouf Saïd Solihi. C'est une figure politique comorienne importante et son histoire est vraiment très liée à la période post-indépendance et bien sûr à Ali Solih. Tout à fait. Et ces textes nous donnent un bon aperçu, je trouve. Sa jeunesse, son entrée en politique très tôt, pendant la Révolution, Oui, son parcours ensuite à travers différentes organisations, même une carrière internationale, et puis la création de son parti, sa candidature. C'est un parcours dense. ce qui m'a frappé d'emblée, c'est son engagement hyper jeune au lycée, hein, Ouais, en pleine période Ali Solih. oui. Mais au début, il est même impliqué dans une action contre le coup d'État de 75. Ça venait de son milieu familial, apparemment. C'est ça. Et puis, il y a cette arrestation, et ensuite, un rapprochement avec le pouvoir révolutionnaire. Les textes suggèrent qu'Ali Solahi lui-même aurait vu quelque chose en lui. Ah oui, Oui, il devient actif dans les fameux comités populaires. On lui confie des missions, accueillir des gens, expliquer la révolution dans les villages. d'accord. Et il participe même à des débats importants en 76 sur l'administration, l'enseignement. En 77, il préside des cérémonies officielles, quand Ali Solahi n'est pas là. Ah, quand même. Et cette histoire d'emprisonnement au début? Les textes disent que c'était fallacieux, suite à une contestation d'une action qu'il jugeait illégale. Ça semble avoir été court, mais marquant, visiblement. Ok. Alors, 1978, Ali Solih est renversé. Et là, tout change pour Youssouf Saïd Solihi. Il part. Oui, il part à l'étranger, d'abord l'Algérie, puis la France pour ses études, et c'est là qu'il joue un rôle clé dans la création de l'OJC, l'Organisation de la jeunesse comorienne. L'OGC, oui. Au début, c'était pour aider les étudiants comoriens, et ensuite pour défendre l'héritage d'Ali Swalihi, c'est ça? C'est exactement ça. Et son engagement politique se poursuit, mais en diaspora. Il participe à la fondation de la CNPA, qui mènera au parti Maïcha Bora. Mais il y a des ruptures, non? Les textes parlent de désaccords. Oui, notamment avec Maïcha Bora. Les sources mentionnent des divergences politiques, et puis des méthodes que les textes rapportent comme étant qualifiées par lui de staliniennes. Ah oui, d'accord, c'est fort comme terme. Et en même temps, il mène une autre vie, une carrière internationale. Tout à fait. Il travaille à la CCT, l'ancêtre de la francophonie, et puis au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. D'accord. Il a des postes de direction, notamment directeur régional basé à Libreville. Ça lui donne une solide expérience diplomatique, j'imagine. Et il quitte tout ça en 2000. Oui, il quitte la francophonie en 2000 pour se consacrer à la politique comorienne. Il avait déjà créé son parti, Djawabou, en janvier 99. Diawabou, réponse en comorien. Le nom est parlant. Donc ce parti, c'est sa vision à lui, inspiré d'Ali Solihi, mais débarrassé de ses aspects extrémistes, c'est ce que disent les textes. Oui, c'est l'idée. Concrètement, les priorités qu'il affiche, c'est l'unité nationale et pour lui, ça inclut Mayotte. C'est important. Mhm. La lutte contre la corruption, l'exclusion sociale, le développement rural pour l'autosuffisance alimentaire, un équilibre entre les îles aussi, l'éducation, la santé, la place des femmes. Et comment interpréter ce débarrasser des aspects extrémistes? D'après l'esprit des textes, ça semble vouloir dire en garder l'élan progressiste, modernisateur du swédisme, mais rejeter les méthodes autoritaires, les excès de la période révolutionnaire. Il insiste beaucoup sur l'action concrète, la responsabilité, s'appuyer sur le local. Moins sur l'aide extérieure, donc. Voilà, c'est ça, miser sur les forces internes. Et la mise en pratique de tout ça, c'est sa candidature en 2002? Enfin, à la primaire de l'île de Ngazidja pour la présidence de l'Union. Exactement. Les textes décrivent une campagne très difficile. Très peu de moyens financiers. Oui. Face à des poids lourds comme Azali Assoumani ou Mahmoud Misradabi, qui, selon les sources, utilisaient les ressources de l'État ou des fonds acquis différemment. Et le résultat? Il arrive 6e sur 9, avec environ 6% des voix à Ngazidja, ce qui est vu par certains observateurs cités comme un score honorable, un bon pied dans la danse, pour quelqu'un de relativement nouveau à ce niveau de compétition nationale. Donc, en résumé, si on regarde ces extraits, on a le portrait d'un homme politique, persévérant, on peut dire, marqué par le soïsme, oui, mais qui essaie de le faire évoluer, Oui, fort de son expérience internationale et voulant apporter ses propres réponses avec son parti Djawabou. c'est une bonne synthèse. Et ça illustre bien comment un héritage révolutionnaire, avec ses fidélités mais aussi ses ruptures nécessaires, peut modeler une trajectoire. Hmm. Ça pose une question plus large d'ailleurs. Comment est-ce que cet héritage, qui peut être lourd parfois, influence la capacité des politiques à innover, à rassembler pour construire l'avenir au-delà des clivages anciens? C'est une excellente question pour réfléchir qui dépasse notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir exploré ces sources avec nous.